Effectivement, on est très contents d'être ici, on est très bien accueillis. C'est fort, ce canapé, c'est très chaleureux, bienveillant, du thé. ouvert d'esprit. Ouais, vraiment. Et puis on va parler de trucs intéressants. Quand je chante, j'ai une émotion sentimentale que personne ne peut avoir. Et quand je chante, personne ne peut comprendre combien j'aime la musique. Et puis quand je serai grande, je serai chanteuse. Mais quand j'ai commencé à apprendre la musique, ça a complètement changé ma vie. Ça m'a donné une tonne de bonheur et tellement de bonheur que j'ai décidé de jouer en plus du piano. Et maintenant que je joue des instruments, je peux reposer tout le monde. Bienvenue dans l'entrevue. L'entrevue est un podcast dans lequel un invité ou des invités uniques viennent me rejoindre et on vient de parler de leur parcours dans lequel ils s'épanouissent ou dans lequel ils ont des obstacles, des avant, des arrières. On vient parler de tout ça et surtout de leur stratégie pour pouvoir aller de l'avant. Bienvenue à Lola. Enchantée, merci de m'accueillir ici. Et bienvenue à Mathilde. Merci. Vous allez tout comprendre de qui est qui. On se lance sur cet épisode et puis j'ai hâte que vous me donniez vos avis en commentaire, de évidemment penser à vous abonner parce que ça soutient de ouf la chaîne, donc abonnez-vous. Je mettrai également tous les réseaux de Lola qui produit des choses vraiment sensibles et très agréables, donc faut découvrir ce travail-là. Et puis on parlera de la participation de Mathilde dans tous ces projets. Et voilà, vous avez deux personnes très très douces en votre compagnie aujourd'hui. Oh, merci. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. On te retourne le compliment. Oh là là, j'adore. Il y a une tradition dans ce podcast, c'est de clapper. oui. Et oui, le clap. vrai. Donc le clap qui est unique, qui ne vous appartient qu'à vous. Donc on va le définir ensemble et puis après on clapera tous ensemble. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui vous plaît? Je viens de penser à des lunettes. Des lunettes peuvent faire un clap. Si tu veux. Écoute, moi On je. sent on n'a pas de son là. Ouais. Et est-ce que je vais récupérer d'autres lunettes? Ah. J'ai plein de lunettes. Oui. Vous imaginez bien que j'ai plein de Allez. lunettes. Oui. J'ai plusieurs styles Oh, de lunettes. waouh, la star. Très réel. Ouh, Ça, ouais. c'est très réalisateur. De ouf. Comme ça. Ouais. Ok, ok. Oh, Oh là. il y a un clap, il y a Tu un vois son. ce que je veux dire? 3, 2, 1. Celui ça on a dead. Eh bien écoutez, ce qu'on va faire pour commencer, c'est déjà de vous présenter. Je vais commencer par Lola parce que c'est la raison pourquoi nous sommes ici au tout départ. C'est toi qui m'as contactée. Oui. Et j'étais ravie de te rencontrer, j'ai adoré tout ce que tu dégageais et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es ici. Et puis on s'est dit lors de cet échange, pourquoi pas inviter des personnes qui représentent la team dans ton Oui. projet. Et c'est là où l'évidence, la première personne, alors vraiment ça a été Mathilde. Je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Lola, j'ai 19 ans et je fais de la musique depuis que je suis toute petite. Je fais des études à côté dans le travail social. Voilà, j'aime les animaux, j'ai beaucoup de passions qui je pense font partie qui me définissent quelque part et qui sont d'un moteur. Et Mathilde est là aujourd'hui parce que c'était important pour moi que ce soit elle, parce que non seulement en tant qu'amie, que personne et tout ce qu'elle dégage correspond aussi bien à ce que moi je peux aimer et à ce que ce podcast représente aussi. Et aussi parce que il y a la vision travail artistique hyper aiguillée mais en même temps très fluide en fait. Il y a cette collaboration hyper fluide qu'on a ensemble depuis le début et je trouvais ça important que ce soit elle pour ça. Trop Merci. bien. Mais moi c'est bon de se présenter Trop toi. chou. Bah ouais, du coup, alors moi c'est Mathilde, donc effectivement je suis une amie de Lola. Et donc et on se soutient dans nos projets l'une l'autre. Moi je fais des études dans l'audiovisuel au BTS du lycée de la communication à Metz. Voilà, et donc voilà, tout plein de projets artistiques différents sur lesquels on s'entraide l'une l'autre et voilà, et je la soutiens dans ce qu'elle fait avec plaisir. Et ouais, voilà, il y a vraiment une fluidité, je pense, dans ce qu'on fait. C'est trop cool.
Mais ça se voit que vous êtes très connectés et puis en fait, j'ai l'impression que vous vous soutenez et vous alimentez le projet de l'autre parce que vous boostez en fait l'une l'autre. Ça a l'air d'être une super alchimie quoi. Enfin, moi je l'ai ressenti direct quand vous vous êtes retrouvés et c'est trop chouette. Elle m'avait manqué, on s'est pas vu depuis longtemps donc ce podcast est aussi l'occasion de se poser, de se retrouver. Ouais, c'est des petites sentir tes énergies Mathilde. Et bien pour commencer, moi je me suis dit, j'ai demandé à Lola juste avant d'écrire des mots importants pour elle sur des petits papiers. Et comme ça pourra guider cet échange. Donc je peux te proposer de tirer ton premier papier et peut-être avant nous dire pourquoi la musique ? Parce que Lola musique. Oui, pourquoi la musique ? Lola musique. Parce que je suis née dans une famille où il y avait de la musique tout le temps. Ma mère chantait, elle chante toujours. Mon père fait de la batterie. Ma grand-mère fait du piano, enfin en fait il y avait tout un environnement comme ça qui me prédisposait je pense déjà à faire de la musique et puis j'avais besoin depuis toute petite toujours de m'exprimer, d'avoir la place et souvent le midi chez mes grands-parents je mangeais chez eux et je montais sur une chaise et je chantais tu vois, ou alors quand j'étais dans la cour je chantais aux animatrices et tout, je leur faisais des petits concerts. Des petits pestacles. Et ouais, les petits pestacles. Et j'en ai fait beaucoup. Mais j'adorais ça. Et en fait, ce truc-là, je l'ai entretenu. Mais bon, c'est pas un truc que j'ai mis en place. C'est quelque chose qui s'est fait spontanément. Et qui s'est développé de plus en plus. Il y a eu le piano. Ensuite, du coup, piano-chant. J'ai commencé à 9 ans les concerts en piano-chant. J'écrivais au début toute seule. Après, j'ai commencé à écrire avec mon père. Et en fait, tout ça a évolué et m'a jamais lâché. Et ça a toujours été mon moyen d'expression le plus direct, quoi. Il y a des choses qu'on met en place, comme par exemple suivre une thérapie, ou mettre en place des séances de méditation, ou lire des livres, etc., de psycho, développement personnel. Ça, c'est un truc qui s'est fait, je l'ai pas contrôlé, en fait. Ok. Donc en fait, c'était pour toi la simplicité de connecter avec les autres et avec toi-même au final. Oui. Donc quelque part, tu as eu ton outil thérapeutique oui. Tout au long de ta vie, c'est ça ? Oui, ouais, c'est ça. Franchement, j'ai eu cette chance-là. Quand on a vu l'année dernière en terminale la en philosophie la sublimation, c'était ça en fait, c'était tout ce qui dérangeait, mais ça a toujours mes textes partaient d'injustice dès le départ. Mon père est syndicaliste et donc il y avait aussi ce truc de voilà, petite j'allais manifester avec lui, etc. Et de se dire que face à une situation qui est injuste, la seule chose que je pouvais faire de mon côté dans ma chambre, c'était d'écrire et ensuite de pouvoir le chanter aux gens. Bon voilà, j'avais 9 ans, c'était plus devant ma famille, etc. Mais du coup, par la suite, maintenant, c'est le cas quand il y a une situation, qu'on parle de tolérance, de toutes ces choses-là, de liberté d'expression. Dès qu'il y a des petits sujets comme ça qui sont un peu tendus ou où il y a des dissonances, en fait l'idée c'est de pouvoir puiser et puis le ressortir derrière. Mais donc c'est mon moyen aussi de me poser et de pas rentrer dans la colère ou dans ce genre de choses. C'est là où en fait c'est pas une démarche de fame, c'est une démarche pour être en haut de l'affiche, c'est une démarche d'abord vraiment très personnelle entre guillemets que il y a une célébrité derrière, que tu perces dans la musique ou autre, c'est presque secondaire comparé à ce que ça te fait à toi en fait. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Okay. Mais par contre, jouer devant les gens, ça c'est... ça va presque avec, parce que quand j'écris, c'est pour aussi transmettre des choses, des émotions, faire passer des messages, et donc du coup, si derrière j'ai pas un espace où je peux justement... Une tribune, voilà. Ça perdrait quelque part de son sens, parce que vu que depuis j'ai pu commencer les concerts assez jeune, en fait ça a toujours été le truc logique. En fait, j'écrivais quelque chose, je le partageais, j'avais des retours plus ou moins bons, mais j'avais des retours et puis je continuais et ces retours là me nourrissaient pour la suite. Et donc ok.
Super intéressant. On va demander surtout à Mathilde, c'est quoi toi ton rapport à la musique? Alors moi, la musique, j'ai un peu une famille aussi qui fait pas mal de musique et des parents qui m'ont poussé aussi à faire de la musique. J'ai fait de l'éveil musical en maternelle. Oh, on adore. Tout le monde n'en a pas fait, donc voilà. ça se justifie. C'est ça. Et puis après, en CP, j'ai fait 1 an de piano, mais c'était le même instrument que ma mère et ma sœur. Ok. Et moi, je voulais être originale. Du coup, j'ai décidé de changer. Et je voulais un instrument qui se transporte. On a une voisine qui avait une clarinette. Et donc, j'ai eu sa clarinette pendant, je pense, 5-6 ans. Ensuite, j'ai eu la mienne. Donc, j'ai fait de la clarinette voilà, en cours. Et puis, à côté de ça, du solfège. Et je chantais dans ma chambre le soir, en réveillant toute la maison quand j'étais petite. Parce que j'aimais chanter et que je me rendais pas trop compte que ça pouvait être embêtant. Et du coup, un jour, j'ai demandé à faire de la chorale aussi. Ensuite, j'ai fait un groupe de musique un petit peu aussi, là, qui s'est arrêté parce que les études, tout le monde bouge. Mais voilà, donc... et j'ai toujours envie de faire de nouvelles choses en musique. Là, j'ai envie de peut-être aller au conservatoire, je fais du ukulélé. Enfin voilà, et je suis Lola, et puis j'aime beaucoup quand on chante ensemble aussi. C'est super cool. Et voilà. Donc vous partagez ces moments-là de communion en fait où on laisse de côté tout ce qu'on... Enfin, on va dire tout le tracas, toute la lourdeur quotidienne, et là on vient utiliser d'ailleurs tout ça pour diffuser une énergie et créer votre bulle en fait, c'est un peu ça. Ouais, bah c'est ça, et en plus ce qui est bien c'est que la musique, il y a ceux qui vont le faire vraiment pour s'éclater, pas se poser de questions. Il y a ceux qui vont quand même se poser des questions, et j'ai l'impression qu'il y a ceux qui vont rester dans un truc très carré qu'on peut retrouver peut-être au conservatoire ou dans des écoles, certaines écoles. Nous, on se retrouve, et ça arrive que dans une gare, voilà, ou dès qu'il y a un piano, dès qu'il y a un endroit, dès qu'il y a un instrument, en fait, même si c'est pas un piano, dès qu'il y a une contrebasse, alors qu'on ne sait pas jouer de la contrebasse, c'est qu'on prend ce qu'on a sous la main, on fait de la musique et on fait le truc, on essaye de le faire bien quand même, on fait gaffe à la justesse et tout, parce que un petit côté un peu perfectionniste, mais à côté de ça, voilà, on s'éclate, on fait le truc. Et effectivement, pour partager les énergies, parce que ça se fait comme ça, quoi. Enfin, spontanément, on se pose pas de questions, il y a un truc, on fonce. Pour l'écriture, c'est pareil, enfin, on se donne des conseils. Quand j'ai des nouvelles chansons, je lui fais écouter. Là, il y a pas longtemps, il m'a envoyé un petit message, j'ai un texte, est-ce que tu pourrais jeter un œil? Donc on est tout le temps en train de se rebondir aussi. Vous challengez, vous donnez des feedbacks, et c'est super important pour avancer, et surtout dans les feedbacks bienveillants. Et je souhaite à toutes les personnes qui entreprennent des projets, qu'importe s'ils sont artistiques, manuels, intellectuels, qu'importe, de vous entourer de personnes qui vont pouvoir vous faire des retours bienveillants. Ça veut pas dire qu'ils sont 100% positifs, mais que quand c'est négatif, en tout cas, qu'ils apportent une bienveillance et une critique qui pourra être constructive. Donc c'est trop chouette que vous ayez trouvé cette synergie-là. Est-ce qu'on tirerait pas notre première étiquette, je sais pas comment l'appeler, les papiers, et si déjà on a déjà parlé de ça ou que tu veux le skip, on le skip. Ensuite, Mathilde pourra aussi piocher. Et il y a peut-être moyen que moi aussi je pioche, comme ça tout le monde, tu vois, si on est bien. Mais honneur à Lola. Je connais les mots, pourtant je suis un peu vous. Allons-nous tomber Inspiration. Oh, très bonne question. On attend, on commence. Ça signifie quoi pour toi, l'inspiration? L'inspiration, je pense que c'est quelque chose qui soit on va la chercher, soit elle vient à nous. Et souvent, quand j'écris des chansons, ça m'est encore arrivé là il y a 2 jours, je choisis pas du tout sur quoi je vais écrire en fait. Ça me tombe dessus comme ça, c'est un sentiment qui remonte, c'est un truc que j'ai vu à la télé, aux infos, c'est quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a raconté ce qu'il vivait. Et donc voilà, et donc l'inspiration, elle est partout, tout le temps. Et puis aussi, j'essaie de rester ouverte à tout type d'inspiration. S'il y a une chanson drôle, j'ai des chansons qui partent sur du second degré aussi, ça va partir sur du second degré. J'ai une chanson qui s'appelle Les filles parfaites, sur les filles dont j'étais jalouse au lycée, etc., qui avaient le corps que je rêvais d'avoir et tout ça. Et donc j'ai fait cette chanson un peu second degré là-dessus pour un peu dédramatiser le sujet.
ou alors voilà, ou des chansons plus politiques, ou des chansons d'amour, ou il y a une chanson dans l'EP qui s'appelle Tes promesses, et cette chanson-là, c'est une amie qui m'a raconté ce qu'elle vivait voilà, dans sa relation amoureuse. Et je suis rentrée chez moi, ça m'a inspirée et j'ai écrit Tes promesses, par exemple. Donc voilà, j'essaie de m'inspirer un peu de tout. Je m'inspire aussi des artistes que j'entends. Il y a des choses, il y a des petites, je sais pas si on peut appeler ça des mimiques, que par exemple Louane va faire dans sa voix, ou le vibrato que Pomme utilise, ou plein de choses où en fait je vais les reproduire. C'est conscient ou pas conscient, mais ça se fait. J'aime beaucoup aussi Oshi, ou dans ses textes, elle utilise des mots très bruts. Je m'inspire aussi d'elle des fois pour utiliser des mots bruts plutôt que d'utiliser des mots un peu complexes ou quoi, parce que parfois je trouve que juste un mot simple peut très très bien définir la chose et qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser en permanence des métaphores tout le temps pour exprimer ce qu'on ressent. Et donc voilà, j'essaie de ne pas me priver d'inspiration et les personnes qui m'entourent, Mathilde notamment, sont des sources d'inspiration parce que dans ce qu'elles renvoient, ce qu'elles dégagent, leur façon de gérer, d'aborder les situations. Donc voilà. Ok, et donc d'ailleurs, je suis en train de penser à ça, on n'a pas expliqué, Mathilde, qu'est-ce que tu fais dans le projet de Lola, et je pense qu'on peut lier comment vous avez travaillé autour de cette inspiration, et quelle est ta place et ton rôle au milieu de ce projet, quoi. Alors, moi, du coup, avec toi, Lola, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur 2 de tes clips qui sont pas encore sortis. Un qui est presque fini et qui a été fini par une autre amie qui s'appelle Amy. Voilà, big up à toi. Et un qui est commencé. Et donc, les inspirations, en l'occurrence, on est beaucoup parti de ton texte pour ces clips-là. Et puis je t'ai aussi aidé pas mal sur la pochette. Parfois on se fait des retours aussi beaucoup sur la com que tu essaies de mettre sur les réseaux sociaux. Et donc là, je sais pas si j'arrive à identifier vraiment une source d'inspiration particulière, une en particulier. Mais par exemple, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de choses passer. Et j'essaie de lui faire remonter des idées quand j'en ai. Tes textes, ils sont assez inspirants pour écrire des clips dessus. Je pense que ça, franchement, c'est pas trop compliqué. Soit que ce soit vraiment imagé direct, soit que ce soit un peu tes métaphores aussi. C'est vrai que moi, tu parlais de métaphores, j'ai l'impression que je pars beaucoup dans des métaphores un peu trop vite. Et parfois, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Enfin, je trouve que la balance peut se faire aussi avec toi, en fait. Moi, l'écriture, j'ai l'impression plus de t'accompagner sur l'écriture de clips ou sur la pochette, parce que même les photos, c'est toi qui en as discuté avec ton photographe. Donc, Hugo Lardonnet qui était sur le podcast. Et oui, allez voir cette vidéo, je vous la mets en description. Voilà. Donc ouais, moi je pense que je suis beaucoup là en tant qu'accompagnante sur tes projets et j'essaie de comprendre tes inspirations aussi et de ramener les miennes. Mais c'est vrai que j'aurais du mal à identifier vraiment... La proportion de ça. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que toi, quand on vient aider quelqu'un qui, elle, a basé ça sur son inspiration, il faut que tu sois quand même source de propositions, et donc que toi-même tu aies de l'inspiration pour que ces 2 inspirations créent un projet unique, quoi, qui a des reliefs, qui sort un petit peu toi de ta zone de confort et vice versa, et ouais, c'est clair. super important. L'inspiration pour moi, c'est quelque chose qu'on vient puiser de l'extérieur ou du moins d'une forme de restitution de notre expérience, que ça soit sensorielle ou même de la mémoire pure, dans laquelle on va aller chercher des choses intéressantes, des choses qui nous questionnent, des choses qui sont plutôt paradoxales, etc., qu'on va essayer de récupérer et qu'on va sublimer et on va mettre en forme. Et moi je vois ça par exemple dans les podcasts, l'inspiration, je passe du temps à discuter avec les personnes que j'interviewe parce que je cherche l'inspiration d'un sujet qui sera adéquat et pertinent avec la personne. Je veux pas juste discuter pour discuter, je veux qu'on ait des choses à se dire. C'est important. Oui. Et puis c'est pareil en consultation. En consultation, j'ai quelqu'un qui vient me parler de son histoire. Et moi, il va falloir que je trouve de l'inspiration dans ce que j'ai déjà entendu peut-être d'autres personnes que j'accompagne, dans ce que j'ai lu, dans ce sur quoi j'ai travaillé, dans les études reçues. Enfin, vraiment dans toute la base de données
expliquer au final mes sources d'inspiration, que sont, pardon, mes sources d'inspiration, et ça va me permettre de développer un discours derrière et une structure, un protocole dans lequel la personne a sa pleine place, quoi, parce que je peux pas juste appliquer la même chose à tout le monde constamment, tu vois. Bien sûr. Donc il faut ultra adapter et personnaliser tout ce qu'on fait, parce que sinon c'est chaud, quoi. Enfin, t'es plus du tout... en fait, tu vas formater les gens, et le but c'est pas de les formater, le but c'est qu'ils trouvent leur place dans ce que toi tu proposes, et que ça soit plus une inspiration, une proposition, plutôt que quelque chose d'imposé. Et c'est pour ça que l'inspiration est super importante, et que la musique en elle-même et dans ce que tu proposes, en plus vu que c'est engagé, donc forcément tu as des inspirations politiques en fait, de choix, des inspirations de valeurs, des inspirations vraiment très diverses et variées pour pouvoir faire un produit fini à la fin qui est ton son et ta musique, et que toi après tu viens sublimer avec tes inspi, quoi. Ouais, mais je pense que c'est ça, ce que tu disais, de s'adapter à la personne. Je pense que le fait qu'on se connaisse, j'ai un peu du mal à dire tiens j'ai apporté telle idée, parce que j'ai pu en apporter beaucoup qui ont été acceptées ou refusées par Lola ou changées, et donc ouais, je pense qu'on s'adapte beaucoup l'une l'autre et on propose plein de trucs. Je sais que ça peut être tiens viens on filme de là, ou on filme de là, et là comme ça j'ai du mal à tout ressortir, surtout que j'ai pas le produit avec moi, mais ouais c'est beaucoup d'adaptation et de recherche, quoi. Enfin, ouais. Et le but c'est pas de convaincre les autres, c'est aussi de les inspirer. Oui, ouais. Et c'est ça la différence, c'est qu'il y en a dans un, il y a quand même la force argumentaire, etc. C'est chouette, tu vois, mais d'inspirer, donc d'incarner ce que l'on est, ce que l'on pense, etc. Et que les autres puissent piocher ce qui les intéresse, ça aussi c'est chouette de pouvoir inspirer les autres et que eux-mêmes soient une source d'inspiration, quoi. Oui, ouais. Ah oui, oui. Mais et dans ce que tu dis, le fait qu'il y ait des propositions que tu puisses me faire, ou parfois je peux refuser, et inversement, il y a plus où toi tu me dises ouais non mais ton idée elle est bien, mais ça je pense que la typo elle pourrait être... Et en fait c'est chouette parce qu'on peut s'appuyer déjà sur les compétences de chacune. Moi Photoshop c'est catastrophique. Pour le moment, c'est après, ça peut se développer, voilà. Attention. J'arrive à faire des visuels assez simples, mais je trouve pas ça assez intuitif pour moi. Et le fait que Mathilde ait toutes ces connaissances-là, par exemple, déjà ça m'apprend, et surtout ça m'aide parce que ça me décharge aussi de quelque chose qui est trop compliqué pour moi, qui va me prendre énormément de temps, et il y a ça. Et il y a aussi le regard artistique, en fait, où on s'est rencontrés en cinéma, à la spécialité cinéma. Et donc, on a chacune une vision différente du cinéma, des idées de plans différents, etc. Donc, franchement, ça permet aussi d'avoir un avis extérieur. Parce que quand j'écris des chansons, c'est pareil. Il y a ce truc où j'écris, donc voilà, je suis reliée à mes inspirations, à ce que je ressens. Et en fait, j'écris et je restitue la chanson. Souvent en premier c'est à mon père, et quand je restitue il va me dire ça c'est nul, ça c'est... Mais il me le dit avec beaucoup de bienveillance, c'est nul, vraiment, oublie. Non, mais après c'est votre communication, et en fait la bienveillance c'est aussi ça, c'est les mots dans la bouche de Mathilde utilisés par une autre personne qui ne connaît rien, ça va pas avoir le même impact bienveillant, alors que ce sont les mêmes mots dans la même tonalité. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a créé un langage avec quelqu'un et qu'on connaît les limites de chacun et qu'on peut respecter la personne en face, là on rentre dans un cadre de bienveillance. Donc on peut aussi avoir ah non, ça c'est nul à chier, on arrête, hop là. Si toi t'es prédisposé et que tout le monde sait où est la limite, on est bien. Par contre, l'inconnu à qui tu fais écouter pour avoir un avis, il dit alors ça c'est nul, c'est vraiment acheté là, bon, je te construis un peu, ouais, ça va construire un peu l'affaire. Waouh, après plus j'aime ma musique à quelqu'un. Too much, je te jure. Mais en fait c'est le même fonctionnement, je m'appuie aussi sur les compétences que j'ai en face de moi, j'essaye d'accepter le plus possible la critique, et encore il y a 2 jours j'écris une chanson, mon père donc batteur me dit là le mot décor il marche pas, donc frustrée
je lui montre si ça marche, ça marchait pas. Et donc voilà, effectivement, son domaine c'est le rythme. Mon mot décor, il rentre pas, faut qu'on trouve une autre phrase, on va trouver une autre phrase et ça va le faire. Et voilà, et ça, il faut quand même essayer de rester ouvert. Moi, c'est un travail que j'ai fait aussi parce que justement, quand je construis un peu mon idée, parfois, à la fois, je peux m'autocritiquer. On dira oh, ça c'est pas cool, tu devrais le faire comme ça, ce serait mieux telle rythmique, etc. Autant je peux aussi me dire oh ça c'est cool, ouah le tube de l'année et tout, ouah j'ai jamais écrit ça, c'est fou. Et je peux aussi comment dire, saucer, complimenter en me disant ouais, cette chanson-là elle ressort et tout. Et donc ou alors quand ça fait des heures et des heures que je travaille dessus, je me dis bah forcément c'est les bons mots, c'est la bonne mélodie, mais en fait quand je la présente non, et c'est pas grave, mais c'est juste voilà, c'est un travail aussi. Cette ouverture-là, l'acceptation de la critique, et c'est pas grave si on n'arrive pas à l'accepter tout de suite, mais déjà de se rendre compte, voilà, c'est déjà un premier... Parfois on prend des partis pris, on va au bout de son idée, on la confronte avec la réalité, mais vraiment après aboutissement, et puis soit parfois ça passe, et il y avait des gens qui nous avaient dit que ça passerait pas, et finalement c'est accepté, parce que ça fait partie peut-être d'un tout, etc. Et parfois ça va être refusé, et tu vas te dire bon ok, au moins j'ai appris quelque chose, et la prochaine fois je réfléchirai autrement. C'est aussi la beauté de quand on a des idées et qu'on veut s'y tenir, tu vois, parce que parfois c'est peut-être nous qui détenons la vérité, entre guillemets, notre vérité, et des fois non, on va juste droit dans le mur et on veut pas l'admettre, tu vois. Donc il y a un peu les deux, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est pas fatal, donc faut essayer. Faut aller, tu vois, genre c'est ça qu'il faut retenir quelque part, tu vois. Franchement, faut aller, et même... Quand je disais je m'appuie sur leurs compétences, malgré ça, Mathilde a pu me proposer des choses, elle a des super compétences, et pourtant je lui ai dit non, cette idée-là je veux pas, ça me plaît pas, je préfère rester sur cette ligne-là. Et voilà, parce qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir les compétences justement pour pouvoir aller au bout de son idée et prendre un parti pris, quoi. Carrément. Et aussi, je rajouterais bien les compétences, par exemple sur Photoshop, parce que c'est un peu ça qu'on évoquait. En vrai, moi j'ai appris en faisant. C'est des compétences qu'on apprend en faisant. Enfin vraiment, moi les logiciels là, il suffit de les utiliser pour les comprendre, de faire des petites recherches sur Google dès qu'il y a un souci. Même moi j'ai demandé des conseils aussi. Enfin, en fait, personne n'est source de connaissances infinies. Et si on veut faire un projet dans un domaine qu'on connaît pas, ça peut être un peu flippant, mais c'est vrai que se lancer du coup, comme pour le fait de projeter ta musique une première fois devant des gens, ça peut nous apprendre beaucoup de choses, quoi, de juste se lancer. Et donc les compétences en tout cas je les ai pas toutes, mais je les acquiers en faisant aussi. Carrément. Le podcast, on en parlait juste avant quand on attendait Lola qui était dans les bouchons dans une déviation. En fait moi je suis pas une professionnelle de la vidéo, donc certes j'ai acheté un matos de base, et après le logiciel de montage j'ai dû m'y mettre, et la première vidéo c'est cette sensation de se dire waouh, là j'ai une super vidéo qui me plaît et tout, et tu en fais une autre et tu te dis waouh, faut que je corrige encore ça. Mais au moment où tu l'as fait et tu l'as fini la première fois, pour toi tu peux pas faire mieux, tu vois. Oui, c'est ça. Et ce qui est chouette, c'est de monter comme ça en compétences tout doucement, sans vouloir être expert dès le début, mais en prenant du plaisir sur le chemin de l'apprentissage. Et ça c'est le plus dur pour les personnes qui ont le plus de besoin de contrôle, généralement, qui est plus difficile. Mais si on arrive à lâcher prise sur les processus créatifs et sur l'apprentissage, mais franchement c'est trop chouette. Et ça va plus vite que ce qu'on ne le pense, en fait. Ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. On a l'impression qu'on va mettre 3 ans, 5 ans à apprendre à faire un truc bien et tout. Vrai. Et en fait, ça se trouve, il suffit de 3 fois pour avoir déjà un truc super correct, et après c'est beaucoup plus facile, quoi. Et aussi, c'est des compétences en vrai que tout le monde n'a pas. Et tu vas forcément croiser des gens sur ton chemin qui ont juste pas appris, et qui vont être impressionnés du truc à petite échelle. Même une première fois, un premier montage, tu montres autour de toi, ça peut être oh trop bien, t'as appris à faire ça, comment tu fais telle transition, des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est même à petite échelle, un premier geste c'est déjà super. Carrément, en fait tout est relatif à qui tu présentes, dans quel environnement, etc. De ouf. Et puis t'es la première à dire dans la création de ton podcast, etc. Mais il y a des imperfections qui sont vraiment belles. Et ça peut être un choix aussi de dire... moi, c'est ce que je fais aussi au studio, par exemple.
Moi, j'ai pas pris de cours de chant. Enfin, il y a un ami à mon père qui m'a donné quelques cours, mais j'ai jamais pris régulièrement de cours. Et j'ai des imperfections dans la voix, et c'était de se dire, j'accepte de les avoir au moment où j'enregistre. Certaines personnes les remarqueront, d'autres les remarqueront pas. Mais mon objectif aussi en faisant ce CD maintenant, c'était d'enregistrer à un moment donné, qui était la sortie de l'adolescence. Et donc j'accepte que j'en suis à ce moment-là dans mon travail vocal. Et voilà, et ça c'était difficile parce que quand on enregistre au studio, on entend les moindres petits bruits. Quand il y a l'étape du mixage, mastering, donc tout ce qui est après l'enregistrement, c'était hyper difficile pour moi parce que je m'entendais en boucle. Et du coup, je voyais tout ce qui allait pas. Et j'inventais des choses. Des fois, je fixais, donc j'avais mon enceinte Bluetooth à fond là dans mon oreille. Et j'écoutais, je me disais, non, mais là, c'est légèrement faux. Il y a des choses qu'on peut modifier par ordinateur. Donc je disais, non, mais ça, il faut que je trouve un moyen de le modifier, etc. Et en fait, je fais écouter à mon père ou à d'autres gens 2-3 fois. Ils me disent, il y a rien, la note est juste. Et elle passe très bien. Mais en fait, on rentre tellement dans essayer d'être le plus précis possible et qu'en fait je me détachais de ce qui était l'objectif, c'était d'enregistrer un EP brut en piano-voix avec du caron et du xylophone. mais voilà, d'enregistrer quelque chose de brut, je m'en éloignais parce que j'étais rentrée dans cette logique de perfection en fait, et de contrôle qui m'empêchait d'être satisfaite de ce que je venais de produire, alors qu'en plus c'était mon premier enregistrement, c'était quand même c'était bien. Et maintenant j'ai un peu le recul, mais au début je pouvais même plus écouter ce que j'avais enregistré en studio quoi. J'avais le CD dans les mains, mais je continuais. Dès que j'écoutais, en fait j'étais tout le temps dans l'attente de à quel moment je vais être déçue de ma note ou de mon truc, et donc hyper crispée. Tu t'attendais au tournant en fait. Ah mais ouais, en studio, Mathilde l'a vu, mais je me mordais les doigts, le machin, parce que quand j'étais en train d'écouter, parce que c'est dur après de s'entendre, hein. C'est assez dur d'avoir un retour sur soi objectif, enfin, vraiment, c'est forcément subjectif, et d'ailleurs dans n'importe quoi qu'on fait et qu'on est en boucle et qu'on s'acharne, au moment où on rentre dans l'acharnement, on n'a plus les idées claires. Ah oui. Qu'importe ce qu'on fait d'ailleurs. Et l'importance de parfois aller prendre l'air, voir ailleurs, voir autre chose, d'y retourner et d'avancer. Et on n'avait pas ça au studio. Le studio, ça pouvait être 6 heures. Je crois que le max qu'on a fait, c'était genre 4h30 ou 5h sur le même morceau, en boucle, tu vois, enfermé. Il y a de quoi on est sans dégoûté fenêtre, en vrai. Tu vois. Donc intéressant, mais bon, j'envoyais des messages en même temps à mon père, on est toujours dessus. Envie de mourir. J'en peux plus. Je sais pas si je vais sortir celle-là. Voilà. Et en fait, après, si tout va bien, et c'est comme je le souhaitais, mais quand on est plongé dedans. Et puis il y a des choses qu'on apprécie plus tard. Genre il y a des choses où on est moins satisfait sur le moment, et franchement 6 mois après on se dit mais c'était incroyable parce que j'ai une belle idée. Donc ça évolue aussi avec le temps, notre perception de notre travail. Donc faut juste avoir le courage de mettre sa première pierre, de la laisser là. Dans tous les cas, tout ce qu'on produit et là par exemple ton EP, il va sortir, il fera déjà partie d'un témoin du passé. Ta session de studio, c'est déjà du passé. Enfin, tout est déjà fait, et donc c'est juste un support pour aller plus loin. Oui. Tranquille. Est-ce qu'on passerait pas à une autre... Ouais. Oui. Petit piochage pour Mathilde. Vas-y, pardon. Ah bah bien sûr. Ouh là là. Alors. J'en ai enlevé un qu'on avait déjà un peu abordé. Oui. Ok. Études passion. Ouh là là. Oh. Études / passion. Eh ben écoute, oui, parce que vous avez choisi des études qui étaient en lien avec votre passion. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, du coup, moi je suis dans un milieu, donc l'audiovisuel et potentiellement le cinéma après, que j'envisage beaucoup pour ma carrière, et en même temps qui me plaît beaucoup, quoi. C'est ça, c'est vraiment c'est des métiers passion de toute façon, qu'on fait parce qu'on est passionné par les œuvres qu'on voit, et ouais, franchement je suis trop contente d'être là-dedans. Je pense que c'est pareil, ça demande un peu de courage, et en même temps je suis tellement bien entourée de gens qui me poussent que le courage, je pense, c'est une part, et la motivation qu'on me donne par ailleurs, elle m'aide beaucoup aussi. Mais moi, le / passion,
il me fait penser à un autre truc. Ouais. C'est de réussir à faire à la fois tes études, à la fois ta passion. Parce Ok. que du coup, mes études c'est une passion, donc je suis à fond dedans. Mhm. Et j'ai plein d'autres passions à côté. Et je trouve que ça peut être plus compliqué de... Enfin, c'est pas plus compliqué, ça peut être compliqué tout court de gérer tout ça. Parce que donc du coup, je disais, je fais pas mal de musique aussi. Et puis Lola, je pense que tu te retrouveras là-dedans aussi, et peut-être toi aussi, enfin Mhm. voilà. Mais donc ouais, la musique, j'aime bien aussi la peinture. Et puis on a découvert le théâtre avec Lola cette année aussi. On a joué dans la même pièce. Ah, On a fait ouais. notre première fois sur scène au théâtre ensemble. Et la même scène, on a la même scène toutes Et les c'est deux. mon fond d'écran. Oh là là là. Oh, waouh. Je peux le... Bien sûr, Regardez. évidemment. Regarde. Je l'ai mis, je trouve que c'est un peu cool. Ah. On se bat très violemment. Voilà. Oh waouh, je n'ai jamais vu cette photo. Et elle est partie sur, tu sais, sur le groupe WhatsApp. En tout Euh, petit au-dessus. voilà. Donc oui, en fait, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de projets, et en même temps, je pense que c'est super cool de pouvoir faire tout ça, et de pouvoir avoir autant de passion, et de pouvoir se mettre sur tous ces plans-là, mais parfois c'est peut-être galère, quoi, de faire autant de trucs-là, et je pense qu'il y a des choix à faire, peut-être. J'ai une question parce que je la pose souvent, notamment en podcast, mais elle est super intéressante parce que quand moi je reçois des personnes qui viennent en cabinet, il y en a plein qui me disent qu'ils n'ont pas de passion. Ouais. Et comment on développe une passion? Au-delà de qu'est-ce qu'une passion, comment on arrive à avoir un état d'esprit qui va nous permettre de laisser une passion arriver? Ah là là. D'aller à la rencontre d'une passion. Je pense que donc je vois des gens faire des trucs qui me plaisent beaucoup, que j'admire. Par exemple, là, je la vois écrire des musiques. J'ai envie d'écrire des musiques. La peinture, pareil, j'ai vu des gens dessiner. En vrai, le dessin, je pense que c'est venu à la peinture, et ça, c'est un peu depuis toute petite. Je pense que simplement, on m'a encouragée, on m'a donné des stylos dans les mains et on m'a laissé faire. Mais par exemple, ouais, voilà, la musique ou le théâtre, c'est beaucoup. J'ai vu des gens y aller. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, et quand j'y ai goûté, j'ai pensé plus qu'à ça en fait. Sur le moment, quand t'es au théâtre, c'était à chaque fois, une fois par semaine, 2 fois par semaine, t'es dans une bulle et tu penses Tu plus t'es qu'à investi, ça. tu t'es impliqué en fait C'est ça. dans quelque chose. Et est-ce que t'as déjà eu des choses que t'as kiffé de loin, mais une fois que t'as testé, tu t'es dit ouais, non, ça c'est pas pour moi? Faut que je réfléchisse. J'ai l'impression en fait de plutôt kiffer trop de trucs que pas assez. Et je pense, enfin je suis pas hyper active, j'en sais rien, mais le fait de vouloir être tout le temps occupée, faire plein de projets. Hyper curieux surtout. Ouais, peut-être, c'est ça. Et j'ai pas assez analysé le truc, je pense, mais c'est vrai que du coup, là tu vois, à côté de ça, donc l'an prochain, j'hésite entre jazz, théâtre, au conservatoire. J'ai toujours voulu faire des claquettes. Je vois des gens qui font du rock, qui font de l'opéra. J'ai une pote qui fait du chant lyrique, j'ai envie de faire du chant lyrique. En fait, beaucoup de choses me donnent envie. Et je pense après, pour que ça devienne une passion, faut se pousser un peu à aller voir des gens qui font comme toi, ou qui font la chose que tu as envie de faire. Et puis il faut s'investir, ouais, pour que... Mais après, il faut avoir envie aussi. Moi, je sais pas trop d'où me vient cette envie. Ça demande quand même de l'effort, une passion. Je pense, ouais. Parce on que n'a pas ce mythe de la passion, on est là, juste là, et on kiffe. Ouais. Mais en même temps, je dis ça, par exemple, le dessin, je sais que c'est vraiment juste de la détente. En soi, tout peut être vraiment une détente, mais il y a des moments où, en tout cas, si tu veux un peu atteindre des objectifs, par exemple le cinéma, j'ai passé des heures sur des montages, c'était un peu long, quoi. Ou alors juste à apprendre à utiliser sa caméra ou ce genre de truc, même juste écrire, enfin, tout peut demander un effort, et en même temps, quand t'es dedans, ça peut être très reposant et faire beaucoup de bien, et c'est pour ça qu'on le fait. C'est une balance, genre. C'est une balance entre les deux, je pense. Et toi, ouais. Qu'est-ce que ça serait quoi ta réaction à études/passion ou des fois que tu oublies. Mes passions sont un peu liées toutes les unes aux autres. Il y a les animaux, j'ai beaucoup d'animaux. Un mouton que je vois moins souvent parce que il est dans une famille d'accueil. Bref, récupérer l'abattoir, c'est pour ça. Ah ok, il y a des familles d'accueil à moutons, j'adore. Mais il fallait que je trouve une famille, il pouvait pas être tout seul dans mon jardin, donc... Je l'ai jamais rencontrée encore. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Babe, mais parce que quand on l'a récupérée, elle était bébé. Un
Nom de cochon, non, Babe. C'est pas des noms de cochons de C'est pas base. bien. Un cochon qui Bon, s'appelle- Je y a m'occupais pas d'un de- cochon, on de l'avait loi, appelé mais- Piggy, mais... Ah oui, aussi, mais ça, c'est un nom de cochon. Ouais, c'est C'est voilà. Bon, voilà, Il me c'est semble qu'il y a un littéral, cochon mais... Babe, bon, bref. Faudrait que... Ouais. Et j'ai donc un poney, enfin des chiens, enfin un chien, des chats, enfin... Et donc tout ça, c'est une passion qui demande, là pour le coup, qui demande de l'effort parce que il y a responsabilité derrière. Du vivant. Il y a du vivant, il y a responsabilité. Lucky, mon poney, c'est moi qui m'en occupe, donc responsabilité, bon, financière, je suis aidée par mes parents, mais j'essaie de le prendre en charge. Et responsabilité aussi de, quand même, je dois prendre des décisions, où est-ce que je le mets en pension, qu'est-ce que je lui donne à manger, les soins vétérinaires et autres, enfin, il y a cette passion-là. Et la nature, tout ça. Et pour qu'une passion arrive, il faut aussi, je pense, il faut... Quand on a la chance, moi j'ai la chance qu'on m'ait amené à chaque fois vers les passions. Mes grands-parents qui m'emmenaient voir les chevaux dans tous les villages à côté, avant même que je sois inscrite dans un centre équestre. Mais la première chose, c'est la rencontre, je pense. Ouais, avec la rencontre avec la passion. Il y a des pathologies, des maladies qui font qu'on peut être complètement fermé à certaines rencontres. La dépression, par exemple, où ça nous coupe quelque part de ce lien qu'on pourrait créer avec une passion. Et donc voilà, donc il y a les animaux, ensuite il y a la musique, depuis peu il y a le théâtre, mais en fait ça allait avec parce que la musique, je joue, enfin même si je joue plus mon rôle, mais je joue quand je joue. et le théâtre, ce qui me manquait en musique, c'était le fait que ça prenne le corps en fait. Et donc je danse beaucoup, mais toute seule chez moi, et le théâtre c'était pour aller chercher en fait vraiment ce qui me manquait, de bouger, ouais, vraiment. Les sensations physiques, et ça me permettait aussi de me reconnecter avec mon corps, parce que quand on est justement dans tellement de passions, tellement de projets, oui ça demande un effort mais on s'en rend pas forcément compte parce que justement c'est une passion, donc c'est du plaisir, et donc on se rend pas compte, mais on fatigue quoi. Moi j'ai eu des moments où j'en pouvais plus parce que c'était mes passions, pourtant c'était mes choix. Et on le répète, hein, mais c'est ton choix. Mais. Oui. Ouais, parfois, physiquement on peut être fatigué, moralement on peut être fatigué, on peut pas être au top tout le temps. Et... Donc, bon. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont des passions, mais insoupçonnées. Tu vois, genre, parce que Ouais. parfois on en discute, mais j'ai pas de passion, et en fait on creuse, et on se rend compte au bout d'un moment, mais en fait, ça c'est quelque chose que tu fais souvent, où tu es impliqué, où tu es appliqué. Et où tu t'investis, tu vois. Et est-ce que là on n'a pas des marqueurs d'un début de passion? Oui. Est-ce qu'on peut mettre une perspective un petit peu différente sur cette chose qui reste et demeurera, tu vois, genre comme elle est au moment T, mais de se dire, au lieu de voir ça comme ouais c'est quelque chose que j'aime bien, de se dire mais ça se trouve c'est ça ta passion, tu vois, genre. Et peut-être que rien qu'en se donnant les moyens de se dire ok ça c'est peut-être ma passion, et donc je vais... en fait ça peut même presque redonner encore plus d'énergie pour pouvoir y aller, et ça donne une estime de soi-même aussi, une confiance en soi, parce que on s'éprouve dans nos passions, quelles qu'elles soient. Donc c'est vraiment chouette. Et toi, est-ce que tu t'as fait par exemple cette EP avec passion? Oui, j'ai une chanson qui s'appelle Passion. Voilà. Donc ça matche bien. Mais elle parle de la passion, mais amoureuse. Mais en tout cas, est-ce que j'ai quoi? Est-ce que tu as constitué ton EP là, cette première grande réalisation, avec passion? Oui, avec passion. Mais il y a eu un moment, parce que études / passion, je fais des études pour être éducatrice technique spécialisée. Le technique me permet d'utiliser mes passions dans mon travail, donc la musique, le cinéma, avec des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, etc. Et donc le P, en plus de ça, qui est une formation qui remue beaucoup, je trouve quand même, beaucoup de remises en question. Toute la partie enregistrer en studio, faire des clips, écrire des chansons, c'est génial, j'adore ça. La partie communication, c'est là où cette EP qui était complètement passion est devenue un peu travail. Travail, de faire du contenu pour les réseaux sociaux. Ça peut être une éclate, mais ça peut être aussi l'algorithme, et rentrer
Au tout début du podcast, je disais que c'était fluide, machin, que tout était spontané. Et là, la communication me met dans un espèce de truc à devoir être régulière, à Un poster carcan. certains types de contenus, donc à me fermer à De certaines modeler. choses. Ouais. Et donc là, je rentre dans un truc qui est un peu désagréable, c'est la partie là en fait. Après, cette partie-là, quand on... Au départ, on le fait donc grande liberté, tout ça. Ensuite, on comprend qu'il va falloir modeler certaines choses pour s'adapter au terrain sur lequel on veut aller, donc l'environnement. Il y a une phase de résistance qui va se mettre en place. Phase de résistance, donc, mais pourquoi je le fais, donc les questions de pourquoi, comment, où, quoi, qu'est-ce, qui, enfin, vraiment tout le questionnement. Tu te dis, mais c'est pas moi, c'est pas ce que je veux, mais il faut que je le fasse, parce que c'est pour mes intérêts, puis c'est pourquoi. Et en fait, une fois qu'on a passé ça et on arrive sur la phase d'acceptation, où on va donc accepter la situation, et donc après, potentiellement, il y a une ouverture de kiff. À nouveau, tu vois. Oui. Donc, et souvent d'ailleurs tu verras ça quand tu te lances dans un projet, par exemple tu veux faire un film, donc dans un premier temps t'es là, t'as toutes tes idées, etc. Ensuite tu te rends compte que le film va falloir que ça soit 55 minutes parce que c'est comme ça, il y a que ça. Ensuite tu vas te rendre compte que t'as pas tout le matos que tu veux, et en fait après tu vas te dire oui, mais bon, mais moi je voulais faire ça, et c'est là où tu rentres en résistance, et au moment où tu acceptes, après ça devient des contraintes ultra créatives où tu vas pouvoir explorer et être à fond dans ta réalisation, quoi. Ah oui, oui. Mais en fait, c'est des choses où je m'attendais pas à ce qu'il y ait un moment des contraintes, parce que les animaux, il y a des contraintes, mais voilà, on doit si on a un animal, on doit les accepter, et on le sait dès le départ. Il y a des choses qu'on n'anticipe pas, mais il y a des choses qu'on sait dès le départ, que si on prend un chien, on va devoir aller le promener, que si on prend un poney, il va falloir avoir quand même un peu les moyens d'assumer derrière. Donc il y a des choses qu'on sait. Quand on commence le théâtre, on sait d'office que ça va nous prendre 2 heures minimum par semaine, plus les spectacles, plus les journées de répétition, et c'est ok, parce que c'est notre passion. Mais la musique, vu que j'ai le piano dans ma chambre, que tout ça, que j'ai pas de contraintes ou vraiment d'objectifs précis à réaliser, moi j'avais jamais vu... Enfin, c'était un peu le seul endroit où j'avais jamais eu aucune contrainte, tu vois. Sauf de me dire, par exemple, j'ai un concert en EHPAD, je vais apprendre des chansons pour les personnes âgées, donc je vais bosser à fond des chansons, même des chansons que j'aime moins parce que ça leur fait plaisir. Bon, mais sinon, j'avais jamais eu ce truc vraiment... Donc c'est pour ça, peut-être la phase de résistance. Et si j'avais le temps, c'est toujours ça, parce que là par exemple je travaille à côté, ou alors il y a les études. Si j'avais 100% le temps de me dire, je me mets sur les réseaux, je fais ça bien, c'est cool, franchement, je pense que je m'éclaterais. Ouais, ça fait partie du taf, mais là c'est juste dans la liste des priorités et de comment t'agences ton planning qui est déjà bien chargé. C'est le truc qui arrive un peu en mode celui-là je m'en serais bien passé, quoi. Ouais, de quand je rentre à la maison, je pourrais être en train, en fait c'est toujours ça, je pourrais être en train d'écrire une nouvelle chanson, je pourrais bosser sur une prod, je pourrais écrire un clip, mais non, là je suis en train de chercher qu'est-ce que je vais poster demain sur Instagram. Donc c'est ça. Ça fait partie du jeu. Ouais, question passion. J'y pensais parce que t'évoquais plein de choses, et je me dis, moi je sais que je fonctionne plus par projet que par passion, et c'est des projets qui vont dans des passions, et j'ai envie d'y aller parce que ça me passionne, mais c'est vrai que on peut peut-être voir ça comme ça aussi, une passion. Juste me dire, tiens, une pièce de théâtre, j'ai jamais fait, mais ça a l'air génial. Donc ouais. Et donc tu vas te passionner dans un one shot en fait. Ouais, c'est t'es ça. pas obligé de refaire du théâtre toute ta vie, quoi. Non, c'est ça. Et en même temps, en vrai, souvent quand tu fais un one shot et que ça se passe super bien et que tu t'investis, t'as envie de refaire pareil. Ouais. Et donc du coup, peut-être qu'on reprenne l'année prochaine. Par exemple. Je sais pas si on verra. Mais ouais, voilà, c'est ça en fait. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de... Enfin, le mot passion, il peut faire un peu peur. Je pense que moi, j'ai mis un peu du temps avant de dire ouais, le cinéma, c'est une de mes passions. Parce que aussi, voilà, j'ai plusieurs passions, il y a plusieurs trucs qui m'intéressent. Mais, et t'as aussi des personnes qui aiment bien ça s'ancrer dans le temps, et il y en a qui justement fuient ça. Moi, par exemple, là, de mon âge, ce qui est vraiment chouette à avoir, c'est un CDI. Ouais. Moi, c'est le pire truc qu'on puisse me proposer. Je n'aime que les CDD ou les missions, parce que du coup, il y a une fin, et donc après, j'ai un choix sur... continuer ou aller dans autre chose. J'ai encore besoin de beaucoup explorer, et mon seul CDI c'est auprès de moi-même avec la création de mon entreprise en fait, quelque part. Donc la musique c'est
c'est pour toi, genre, il y a des projets, donc projet EP, projet juste une musique, t'as des mini-projets dans le projet, et après, en structurel, celle que tu dois qu'à toi-même, où t'as signé avec personne d'autre, c'est ton CDI à toi, c'est juste la musique en global. Quoi. Oui, oui. Donc, je pense aussi, t'as eu raison de le soulever, parce que il n'y a pas que une seule activité, il y a aussi plein de succursales, de petits projets, de petites choses qui sont passionnantes, en fait. Oui, c'est ça qui est passionnant. C'est peut-être pas une passion en elle-même, mais en tout cas, on a passion à découvrir ça. Quoi. C'est ça. Est-ce qu'on passerait pas à un autre mot? Hop là. Ce que je propose, c'est qu'on en fasse peut-être encore un ou deux. Ouais, parce que de toute façon, il y a plein de mots qu'on a passés du coup dans les maintenant. Et ensuite, surprise. Alors, hop, espoir. Oh yes. Oh là 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 là, l'espoir. L'espoir, c'est un mot important pour moi et qu'on aborde ensemble en fait. Parce que l'espoir et l'optimisme qui va avec, parce que si on a de l'espoir, c'est qu'on croit à l'issue favorable d'une situation. En fait, pour moi, c'est essentiel, surtout dans des milieux incertains. Et franchement, l'incertitude, parlons-en, dans un métier artistique, dans un projet artistique, dans qu'importe, milieu artistique, s'il n'y a pas l'espoir, s'il n'y a pas cette petite flamme, cette petite étincelle qui va porter l'énergie pour aller au bout, ben en fait c'est compliqué. Et à la fois, le désespoir, la négativité ou toutes ces choses-là peuvent être grandes sources de créativité, donc de la création en elle-même. Mais ce qui fait qu'on a la capacité, à mon sens, de parler de ce qui est négatif ou de la vision un peu plus pessimiste des choses ou le désespoir, en fait c'est possible grâce à l'espoir que quelqu'un l'entende. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois? Ouais. Donc, moi, c'est une question que je traite beaucoup en cabinet, parce qu'il y a des personnes que je retrouve qui ne comprennent pas, parce qu'elles ne sont pas très bien en ce moment, elles se sentent un peu freinées, un peu en vase, tu vois, là, à la base. Et en fait, c'est parce qu'actuellement, elles ne nourrissent aucun espoir. Alors, ça paraît dramatique dit comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent vivre juste dans une sorte de routine où elles sont en train d'accomplir les tâches quotidiennes pour pouvoir avancer, et puis on verra demain. On verra bien, demain ça peut être cool, et il y a des personnes qui savent très bien vivre au jour le jour, mais qui en fait ont espoir en la vie, en la sérénité, en tout ça, tu vois. Mais ceux qui n'en ont pas, et ben souvent dès qu'il y a, on va dire, un frein, un obstacle, etc., ça remet tout en question. Oui. Comment, toi Lola, tu gères l'espoir? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? L'espoir, c'est un peu... Moi, je le vois comme l'horizon, tu vois. Par exemple, dans mes chansons, c'est toujours important, même si justement je vais parler de choses qui me touchent, il peut y avoir de la mélancolie, de la tristesse, tout ça. C'est toujours important pour moi qu'il y ait un moment de l'espoir ou une perspective, en fait, parce que justement j'essaye d'avoir en tête que je parle aussi à des personnes qui, elles, sont peut-être dans cette situation-là d'être dans une espèce de vase. Et donc c'est important pour moi de leur donner et à elles et à moi en même temps, du coup, une petite vision de lumière, ou de ouais, mais peut-être que ça pourrait être possible. Il y a une de mes chansons qui s'appelle Génération Z, qui parle de notre génération, Mathilde et moi, et donc dans cette chanson-là, je parle un peu, voilà, je fais un constat. Je trouve que les gens sont tristes, je trouve qu'on s'épuise dans le travail, tout ça. Mais j'ai des refrains qui sont très joyeux, je rêve juste d'un monde heureux où les gens chantent, sont joyeux. Et en fait, en lien avec l'EP, c'est l'enfance, adolescence, âge adulte. Et le fait de me reconnecter à mon petit enfant qui a espoir et qui a pas toutes ces contraintes-là, mais c'est pas possible. Ouais, naïveté en fait. Et j'essaie vraiment, quand j'écris, de me reconnecter à la naïveté. Et pas que quand j'écris, en fait, même en permanence, mais si, c'est possible. Par exemple...
On m'a dit quand j'ai voulu commencer le théâtre, c'est pas possible, tu fais trop de choses, tu vas devoir faire des choix, ça va te fatiguer. Et oui, ça fait partie. Effectivement, ça va me fatiguer, mais j'ai envie de faire du théâtre, je vais faire du théâtre. Enfin, et voilà, mais parce que, encore une fois, j'ai la chance d'avoir un certain équilibre qui me permet de dire oui, je vais quand même faire du théâtre. Une personne qui va être justement dans ce vase-là, elle n'aura pas cette impulsion qui va lui permettre peut-être de dire oui, je vais quand même faire ce que j'ai envie de faire. Mais donc voilà, enfin tout ça pour dire que l'espoir, si on en a, moi j'arrive à en avoir aussi parce que justement dans le discours des personnes qui sont peut-être parfois, de certaines personnes qui sont pessimistes, je me dis j'ai pas envie d'être comme ça et j'ai pas envie que cette vision-là vienne noircir tout mon petit univers. Donc c'est ces personnes-là qui, moi, nourrissent mon espoir en fait. Clairement, et à la fois tu les prends en considération parce que tu constates et tout en donnant la lumière. Oui, c'est ça. Et je comprends qu'on puisse avoir cette vision pessimiste qui peut être aussi pour se protéger, tu sais, de se dire parce que je vais pas souffrir, parce que si j'essaye pas, et ben du coup j'ai moins peur de me planter, voilà exactement. Mais à côté de ça, voilà, face à tout ça, et je me dis mince, on a tellement, on en entend, enfin le pessimisme nous entoure, je trouve, les médias et tout ça que y a un peu ce truc de si moi je me donne pas de l'espoir à moi-même, personne ne va m'en donner, tu vois. Ouais. Et dans la nature tu te sens aussi responsable de ton propre espoir, donc tu veux le chérir, le nourrir, lui donner une direction, celle que tu souhaites, parce que tu n'attends pas que les autres le fassent à ta place, quoi. Oui, et je me nourris aussi de l'espoir des gens. Par exemple, un jeune en situation de handicap, je sais pas moi, qui rêve de travailler en espace vert, qui va se donner à fond, qui va finir par réussir à travailler en espace vert malgré son handicap, sa déficience intellectuelle ou quoi, ouais, c'est aussi une source d'inspiration. Et je me dis, lui, il a gardé espoir jusqu'au bout. Ok, peut-être que moi aussi je peux y arriver. Ouais, ça te redonne des coups de fouet d'espoir, parfois de voir l'espoir des autres, quoi. Oui, et les animaux et la nature. Parce que eux, il y a une stabilité, une espèce de calme, il n'y a pas d'émotions négatives, d'émotions positives, ils sont là, et voilà. Et ça, c'est pareil, c'est quand je vois un écureuil toquer à ma fenêtre, voilà, quand je caricature, mais à peine. Et quand je vois ça, oui, la nature est là. Le soleil brille, alors en fait, ça te ramène à l'essentiel. L'essentiel et donc l'espoir. Petite aparté, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, même si tout le monde le dit dans un langage classique et c'est normal, c'est pas grave. Mais en gros, il y a des émotions agréables et désagréables. Par exemple, la peur va être désagréable mais peut vous sauver la vie. Ou par exemple, la joie dans un moment où c'est très sérieux, par exemple un enterrement, etc., ça peut potentiellement aussi finir par avoir des répercussions pas agréables. Donc au final, on les catégorise pas dans positif ou négatif, mais plutôt agréable ou désagréable. Voilà, petite parenthèse. J'aimerais bien savoir, Mathilde, et là on va parler surtout de l'EP de Lola, quel est l'espoir que tu places dans le projet de Lola? En fait, je pense un des trucs que je me suis dit avant de venir ici, je me suis dit, je sais pas encore de quoi on va parler, et si jamais on n'a pas grand chose à dire, moi ce que je dirais c'est que je la soutiens parce que je crois en son projet. Et l'espoir, c'est un peu croire. Oui. C'est un peu croire, je sais que j'ai des gens autour de moi qui croient pas forcément en grand chose, mais que moi je fonctionne beaucoup là-dessus, et pas forcément consciemment. Mais voilà, quand je me lance dans un truc ou quand j'accompagne un projet comme le tien, je dis pas que je vais croire que ça va être tout de suite dans le top 1, etc. Mais juste je crois en ce que tu fais. Voilà, Taylor Swift direct, genre. C'est ça, tu vas faire tous les zéniths de France au moins. C'est ça. Mais en fait, voilà, c'est que je crois en ton projet, c'est que selon moi, c'est intéressant, c'est poussé, je trouve plein de qualités à ton projet, c'est personnel, c'est ta vérité, ça change aussi de plein de gens, c'est assez fou aussi qu'à notre âge, tu as déjà tout ce recul là par rapport à ton art et à toi-même et à tout ce que tu mets dans ton art donc. Et donc en fait tout ça je l'admire et j'ai envie d'y participer, de le soutenir, et parce que je l'admire et parce que j'y crois.
en tant que bonne chose, en tant que quelque chose qui fonctionne et un bon projet. Et donc du coup, effectivement, je mets de l'espoir parce que, en tout cas, même, je parle pas forcément... En fait, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de quantifier les répercussions d'un projet ou quoi. Pas besoin de dire ça va être énorme pour dire que ça va être bien. Ça peut être bien pour une petite échelle. Pour au Fox, le café de Metz, les gens ont adoré et voulaient ton EP. Bah voilà, ces gens-là pourront la voir. Et peut-être que dans plusieurs années, on aura d'autres objectifs qui seront plus grands. Mais les objectifs, je pense que l'énergie qu'on y met, elle vient de l'espoir. Mais l'espoir, il vient pas forcément des objectifs. Je pense. Voilà. Ouais. Et puis ouais, voilà, je fonctionne beaucoup comme ça avec avec l'espoir pour se motiver. Et ce projet-là, personnellement, il me motive et j'y crois. Et je crois pas que en ce projet de l'EP, mais en ta musique aussi, quoi. Parce que aussi, je te connais, et je pense que vous l'avez vu depuis le début, c'est quelqu'un qui est passionné par ce que tu fais, qui est motivé, et tu vas continuer de travailler là-dessus. Donc voilà, je vois pas de fin au truc, et je vois que des bonnes choses, personnellement. C'est déjà méga touchant, et je pense que Lola est dans ta mère, évidemment. Ouais. Ce que je trouve magnifique, c'est qu'il y a un espoir individuel, il y a un espoir qui vient de l'extérieur pour ce projet-là, ce qui fait que ça remonte encore plus l'espoir personnel. Moi qui suis out du projet de base, moi ce en quoi je crois, c'est en ta personne. Quand on a échangé, c'est la personne que tu es. Après, la musique, que je l'aime pas, parce que ça correspond à mes goûts, pas à mes goûts, vraiment, c'est même pas la question pour moi, tu vois. Moi, ça va vraiment être vraiment Lola. J'ai rencontré quelqu'un de super, une fille ultra bienveillante, solaire, qui a un recul et une subtilité quand même sur le monde, qui a des partis pris sans état d'esprit fermé. Donc tu restes toujours curieuse et ouverte à ce que tu te sois trompée ou pas. Et en fait, tout ça crée une aura autour de la personne qui portera le projet. Et je discutais avec Faussaire, d'ailleurs, aussi vidéo à retrouver sur ma chaîne. En fait, il y a des personnes qui achètent des œuvres pour la personne, pour l'artiste, et il y a des gens qui achètent des œuvres pour le résultat, pour l'œuvre. Et donc, les deux coexistent, et il n'y a rien qui est mieux ou moins bien, mais il existe plein de types d'espoir dans les projets que tu entreprends, ou les nôtres évidemment, et je trouve ça trop chouette. Je trouve ça trop chouette que tu aies autant de soleil autour de toi, que après, comme on disait, la réussite, c'est quoi la réussite? Qu'est-ce que veut dire réussir? Quelqu'un, moi par exemple sur mes vidéos, j'ai eu un retour par exemple sur une des vidéos qui a le moins fonctionné. Ça a permis à la personne qui était dans cette vidéo et à toute sa famille de se poser sur ces questions-là qui étaient très très anxiogènes et qui menaient souvent à des disputes. Ça leur a permis juste de se poser en famille, et après, au bout de à la fin de cette heure et demie de podcast, ils se sont dit ok, je crois que je viens enfin d'entendre ce que tu veux me dire en fait. Oh. Il a fallu une seule vue pour que moi j'ai réussi, tu vois ce que je veux dire? Et en fait on s'en fout qu'après il y ait des milliers et des milliers de vues. Alors si ça aide des milliers et des milliers de personnes, moi je suis trop contente évidemment, mais en fait il en suffit d'une pour que moi ça soit une réussite, tu vois. Et pareil, si ton EP par exemple, il n'a pas un succès de vente comme on va dire les standards nous le donnent, on va dire, mais que je sais pas, t'as permis de redonner espoir ou une compréhension, je sais pas, une petite mamie en EHPAD qui comprenait pas cette génération Z et qui maintenant a de meilleures relations avec ses petits-enfants. Tu te dis, bah en fait là il y a de la réussite, genre il y a plein de types de réussite, c'est quand même quelque chose de... quand on fait des projets et qu'on veut atteindre une réussite, essayer d'abord de définir c'est quoi la réussite, qu'est-ce qui permettrait d'être les critères de votre réussite. Et il faut les séparer, et on peut réussir 6 critères sur 10, on peut... mais en fait sinon on sait pas où on s'arrête, tu vois. Et donc on peut aussi avoir de la frustration ou avoir de la déception, alors qu'au final quand on prend un peu de recul on se dit mais en fait il y a déjà eu ça et ça, on fait ouais bon ok c'est pas tant un échec que ça, il y a eu quand même un peu, tu vois.
Non, en tout cas, bravo. Merci les filles. Bah, Plaisir, c'est c'est mérité. vrai. Mais par rapport à l'espoir, il y a aussi ce truc que peut-être je sais pas si tu me rejoindras ou pas là-dessus, mais quand on accompagne aussi des gens, c'est ok que nous parfois on n'ait plus d'espoir, il n'y a pas de souci, mais dans l'éducation spécialisée ou dans la psychologie, c'est que je me dis si moi j'ai pas espoir en eux, ou en tout cas en ce qui... en le fait qu'ils pourraient réussir leur projet, enfin, si moi j'ai pas d'espoir et que je dégage pas d'espoir, ils ont aucune raison de me suivre, tu vois. Oui, c'est ce qui va aussi mener l'inspiration, mais aussi le fait qu'on suive l'énergie que tu vas mettre autour. C'est vrai que si tu proposes tes chansons, exactement les mêmes chansons, sans aucun espoir, où t'es là et tu fais tes... Si ça se trouve, ça aura beaucoup moins d'impact parce que ça sera moins incarné et moins vivant. Et parfois, il suffit que nous, on soit absolument convaincus pour convaincre les autres. Donc ça fait aussi partie de ce rouage de l'espoir. Bah, moi, c'est... Ouais, ça... Je vais y arriver. Pour moi, ouais, en fait, l'espoir, c'est un truc vachement collectif aussi. Parce qu'on a la chance l'une l'autre d'être super bien entourés et de s'entourer de gens qui ont de l'espoir. Et je sais que moi, quand vous avez dit espoir et qu'on cherchait un peu d'où ça venait, moi, je sais que j'ai des parents qui sont vachement dans l'espérance, etc. Et en fait, je m'en inspire. J'essaie de faire un peu pareil. Et aussi, quand toi, il te manque un peu d'espoir ou toi, t'es triste ou t'as du mal à avancer, et ben les gens autour de toi ils peuvent te dire ah mais t'inquiète. Ouais. Et puis 2 minutes plus tard, une petite conversation ou plus long, ça peut aider quoi. Et je trouve que l'entourage et les connexions qui se font entre les gens, ça aide beaucoup à avancer et à faire des trucs. Carrément. Et vice versa, on peut avoir full espoir et quelqu'un vient un peu nous briser entièrement parce que lui il est dans le désespoir et c'est là où ça peut... Il faut juste en être conscient que c'est communicatif l'espoir et le désespoir par essence et que parfois quand nous on a de l'espoir pour ce qu'on fait et donc admettons tu rencontres un hater, un bon hater, qui lui vient te déverser son désespoir sur ton projet, il faut aussi apprendre à se dire ok, qu'est-ce qui appartient à l'autre, qu'est-ce qui appartient à moi, qu'est-ce que je peux retirer de cet échange qui peut-être peut m'aider et qu'est-ce que je décide moi de laisser et pour pouvoir continuer mon chemin. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose quand on fait une proposition quelle qu'elle soit, et on peut avoir 99 avis positifs, il y en a un négatif, parfois ça peut vraiment nous toucher et tout remettre en question et on serait capable de changer ce qu'on fait ou ce qu'on est même pour la seule personne qui... Et donc du coup ça serait dire aux 99 autres vous vous êtes trompés. Tu vois. Et en fait tu te dis, quand tu le vois un peu comme ça, t'as ce truc de en fait non, ils se sont pas forcément trompés, ils sont 99 à souligner quelque chose chez moi, il y en a un qui ne le voit pas ou qui voit l'inverse. Bon, peut-être qu'il a des formes où il a raison, peut-être qu'il y a des choses à retirer, mais est-ce que ça vaut le coup de tout remettre en question, tu vois. Ça aussi, ça va faire lien avec l'espoir, tu vois. Les girls, on va terminer sur une dernière chose. On va faire... alors là, je vais vous regarder, je vais être arbitre, même s'il n'y a pas de points, il n'y a rien. Qu'est-ce que je fais ? Voici la dernière question. Déjà, petit... Regardez-moi cette beauté. C'est beau. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Donc, Hugo Lardonnais ? Oui. Voilà, on précise, on adore. Ce que je vais te proposer, c'est que tu vas prendre ton EP, tu vas pouvoir le placer comme ça, en valeur, et on va faire un pitch. Donc, tu vas nous pitcher ton projet. Tu vas avoir... 1 minute pour nous convaincre d'écouter ce projet ou d'acheter la version physique. Je vais faire un petit plan plus rapproché sur toi pour qu'on voit bien tout ça. Fais attention, ça sera toi juste après. Génial. À l'instant promo, c'est beau. C'est parti.
Cette EP parle de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte, de tout ce moment où les émotions sont un peu en bazar à l'intérieur de nous, mais il parle aussi de divers sujets, de la famille, des relations amoureuses, et c'est plein de sentiments dans lesquels, et d'émotions dans lesquelles on peut se retrouver même après l'adolescence, donc peu importe votre âge, peu importe vos passions d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être un gros fanat de musique pour pouvoir avoir un peu de curiosité et écouter cette EP. N'hésitez pas à l'acheter également parce que les CD c'est chouette, voilà, c'est pas la préhistoire, ça s'écoute encore très bien. Voilà, plusieurs raisons. Mathilde a fait la pochette, ça fait partie des raisons voilà, pour l'acheter. Et le CD qui est dedans, on le voit pas ici, mais il est très joli, voilà, il a été aussi designé, etc. Par des photos d'Hugo Lardonnet. Voilà, beaucoup de gens talentueux ont participé à ce projet. J'en suis très fière, c'est mon premier. Voilà. Bah, bravo. Bravo. 1 minute et c'est parti. Alors, l'EP de Lola qui s'appelle Entre deux eaux, parce que je crois qu'on l'a pas encore dit, Entre deux eaux, attention, il est pas cher et il vaut vraiment la peine parce que, d'ailleurs c'est pas une peine, c'est une joie de l'écouter parce qu'en fait c'est très personnel, c'est beau, c'est plein d'amour, c'est plein de passion, c'est plein de chants, c'est plein de pardon et voilà en fait c'est plein d'émotions tout court et c'est vraiment une musique que j'aime parce que j'aime la chanteuse et je pense que vous l'aimerez tous après cette vidéo ou au moins un petit peu et parce que je pense que personne ne peut l'aimer autant que moi si ce n'est peut-être ses parents voilà et donc c'est vraiment c'est un projet qui est beau, qui est collectif, qui est fait avec amour et voilà et dont on est fier finalement et dont Lola peut être fière et je pense qu'il peut toucher beaucoup de monde et donc si vous pensez que ça peut vous toucher, n'hésitez pas. Ouais, bravo. Mathilde, je te donne. Merci. Je l'ai pas encore écouté en entier. Ah, c'est trop cool, c'est trop cool. En vrai, moi je les ai tout entendus en live, tu vois. C'est vrai, tu les as toutes vues. Donc ça va, mais il faut vraiment que je les écoute. Ah, c'est trop cool. En plus, j'ai de quoi lire des CD chez moi. C'est parfait. Qui n'a pas de quoi lire des CD chez moi? Donc tu as ton nom sur la pochette, Mathilde, c'était J'avoue, il y a mon nom sur la pochette. Ça, c'est un peu Ça classe. c'est big up, hein, ça c'est Franchement, classe de ouf. Hein. Non, c'est trop cool. C'est trop cool. Bah, j'ai trop hâte. Je peux ouvrir le blister, je crois. Oui, vas-y, Je peux prendre celui-là, ça va? Je veux que Trop tu bien. vois le CD parce qu'il Oui. a un... Il y a une photo dessus aussi. Oui. Attends. D'ailleurs, C'est toi moi qui l'ai. C'est toi qui l'as qui qui l'a créé. J'ai peur de le casser. Ah là, c'est important. Hein. Franchement, depuis le temps qu'on l'attend, cette EP. Oh, Mais oui. elle a pas parlé trop des galères qu'il y a eu. Il Mais... y a eu beaucoup de galères. Ah, il brille, hein. Ouais, il brille. La classe. C'est plein de trucs que je pouvais choisir, des options Ouais. et tout. Ah, c'est trop cool. Et franchement, ça rend bien le design. Hein. Ouais. Ça passe un peu derrière ses cheveux et tout. Ah, trop cool. Et alors, le CD? Attention. Faut que je le raye. Ah, Oh, il est cool. montre-le bien à la caméra pour que tout le monde puisse en profiter. Youhou. C'est trop beau. Ça tourne. Non, bah voilà. Si vous avez des lecteurs CD qui laissent le truc visible, vous allez vraiment profiter d'un joli spectacle. Non, c'est trop cool. C'est trop Anecdote, chouette. je tournais sur moi-même sur de la boue et pour que Hugo puisse prendre les cheveux et j'ai glissé dans la boue et il y avait un étang à côté, je vais tomber dans l'étang. Bref, c'était... Oh là là. Et alors, vous remarquerez peut-être, c'est sa tête de devant, c'est elle de dos, et là, elle tourne. Donc voilà, recto, verso, CD. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de recherche. Il y a quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est trop cool. Et Ah, je viens de trop comprendre. bien. C'est les petits Trop détails bien. Ouais, qui et tu font, savais pas? Ça savais pas, j'ai fait le truc. ça, tu vois, j'avais pas réfléchi. Ouais, bah c'est Mathéo qui m'a dit ça quand il me donnait des conseils pour la pochette. Oh. Voilà, big up Mathéo. On Merci, adore. merci les DN Med. Et donc ouais, non, trop cool. Trop cool. En fait, merci Lola. Rien. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de l'entrevue. Merci à Lula, merci à Mathilde. C'était vraiment un chouette moment. J'espère que ça vous a plu. Allez streamer cet album qui a été fait avec le cœur, avec des personnes qui sont des cœurs. Et puis nous on se retrouve tout prochainement pour une nouvelle vidéo, le premier dimanche de chaque mois. Prenez soin de vous, belle vie à vous. Le triangle.
Super, bravo les filles.